Et je me rappelle encore des intros que je faisais. Bon, salut à tous et Dé- bienvenue dans le podcast Au-delà des entraînements. Très content de vous retrouver dans ce podcast-là. Ça fait un petit moment maintenant, mais il y a eu pas mal de choses qui ont bougé pour ceux qui ont pu suivre avec les coachings en général, l'activité bref de coaching en général et même tout ce qui est sur la progression. Donc, il y a eu un temps d'arrêt sur les formats longs, on va dire, comme podcast et YouTube. Pas mal de shorts qui sont sortis dernièrement et tout ce qui est sur Instagram pour se concentrer principalement du coup sur du contenu un peu plus court, on va dire. Mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir revenir sur le podcast avec un deuxième flow du coup aujourd'hui, Florentin. Je pense Bonjour à que je tous. vais laisser te présenter un petit peu après jamais, même si Ouais, vous risquerez de le voir encore souvent passer dans les podcasts ou même en général dans des vidéos, etc. Il y a pas mal de choses à dire pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Le but là du podcast est toujours le même, c'est pas forcément une saison 3 et tout, c'est juste un plus de la saison 2, malgré qu'il y ait une petite pause, où on va continuer vraiment à répondre un peu aux questions, gérer un peu toutes les questions qui sont, par exemple, sur le business du coaching pour ceux qui ont des questions là-dessus, sur se lancer en général, des questions sur le bodybuilding aussi en général, et tout ce qui pourrait aider en général les personnes qui veulent progresser. Je pense que c'est plutôt bien résumé, et ça reste un peu la même chose. Si jamais, tous les liens sont en description, écoutez d'abord le podcast ou écoutez le podcast en même temps, vous allez voir les liens, c'est toujours cool. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu, que ce soit les Instagram des deux, les liens de coaching si jamais, les chaînes YouTube, vous êtes dessus si jamais vous êtes sur YouTube. Et c'est toujours cool de laisser une petite appréciation si jamais c'est Spotify, YouTube pareil, et des petits commentaires pour des questions si jamais il y a, pour qu'on ira répondre sans doute les deux si jamais il y a des questions, ou pour la suite, des axes d'amélioration si jamais il y en a, bien sûr. Voilà pour ça. Est-ce que tu veux te présenter, expliquer un petit peu ouais. C'est pas mal. Du coup, moi, c'est Florentin. Je suis du coup bodybuilder naturel et j'ai rejoint Flo dans la team Flo il y a pas longtemps, il y a peut-être 2, 3 mois, il me semble, à peu près. Tu dois le savoir, à peu près. Voilà, j'ai 23 ans. Euh, Là, le but, tout simplement, c'est que j'ai rejoint Flo dans la team pour qu'on puisse tout simplement accomplir un peu notre vision du body en France et peut-être à l'étranger, on l'espère dans les années à suivre. Euh, que ce soit avec ses coachés, avec mes coachés, on fait partie de la même team. Il y a une petite distinction, mais c'est pas grand-chose. Et voilà, tout simplement, moi, ma passion, c'est le body, comme Flo. On partage à peu près la même vision des choses. Et on va répondre à pas mal de questions par rapport à moi également dans le podcast, mais bien sûr, je prépare des compètes pour les années qui arrivent, tout comme Flo d'ailleurs. C'est vrai. Il est plutôt bien résumé de ton côté et de mon côté. Effectivement, si des personnes sont intéressées pour rejoindre la team, il y a toujours le lien pour travailler avec moi, mais maintenant, du coup, aussi pour travailler avec Flo. Et comme il a dit, la seule distinction, c'est que au final, c'est la même façon de travailler, la même vision, mais c'est juste pas le même coach. C'est soit Flo, moi, soit Flo, Florentin. Mais par contre, après, si jamais vous rejoignez la team, dans tous les cas, on a tous accès au même chat pour poser les questions. Et si jamais vous êtes amené à travailler avec Flo, tu es amené à travailler avec Flo, Florentin, tu as aussi mon contact si jamais, et inversement, si jamais il y a quoi que ce soit, ou avec les personnes avec qui on travaille, parce qu'on essaie de créer une communauté, et du coup avoir des personnes qui s'investissent aussi dans la communauté et qui aident un peu les autres personnes, même si voilà, le suivi est vraiment distingué de chaque personne. Il y a quand même une partie qui se rejoint, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est plus simple de résumer comme ça. Du coup, première question, je les ai devant les yeux. La première question, je pense alors, il y a des questions type coaching, il y a des questions type progression, il y a des questions sur les calories, il y a des questions sur le programme d'entraînement. La première question, et je pense qu'on peut commencer par ça, pour ceux que ça intéresse, si jamais, c'est du coup la question, ce serait comment se lancer dans le coaching. Et effectivement, entre parenthèses, je pense que ça peut être un sujet intéressant. Et je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que ça tombe bien maintenant d'avoir deux personnes qui se sont lancées là-dedans. Toi, fraîchement, on va dire, même si ça fait un petit moment quand même, et moi depuis Ouais, plus longtemps, pour voir un peu deux points de vue différents. Je pense que nos points de vue seront les mêmes, mais par contre, on va dire deux points de vue différents dans le sens où voir comment tu vois et comment tu as pu commencer. Je peux te laisser commencer à répondre si tu veux, ouais, parce que c'est plus ou moins ce que tu carrément. vois là. Ouais, ouais. Du coup, comment se lancer dans le coaching? Déjà, je pense que la bonne question à se poser, c'est pourquoi tu veux te lancer dans le coaching? Est-ce que avant tout, tu as la passion qui te parle? En fait, tu veux en vivre. Tu veux en vivre, mais en fait, c'est ta passion. Tu cherches comment vivre de ta passion. Je pense que c'est une bonne chose.
mais c'est surtout tout simplement chercher à faire progresser les gens et partager tes connaissances et ta passion. C'est pas forcément avant tout de vouloir vivre et toucher de l'argent par rapport à tes coachés. Donc, je pense qu'encore une fois, l'aspect business passe en second plan avant l'aspect partage de connaissances et partage de passion. Ensuite, comment se lancer dans le coaching? Je dirais, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier aspect, c'est être présent sur les réseaux, parce que maintenant, tout simplement, pour te faire connaître, pour avoir une image et toucher le plus de monde, parce que c'est un peu ce que tu veux, c'est pouvoir partager le maximum de connaissances avec les personnes, avec des personnes qui sont passionnées également. C'est du coup pouvoir les toucher. Comment on peut les toucher maintenant en 2025? C'est forcément avec les réseaux. Moi, je pense que le meilleur réseau pour ça, c'est Instagram, parce que c'est là où tu peux faire le plus de contenu. C'est là où également il y a le plus de monde. Donc, être présent sur les réseaux, faire des choses qui te correspondent, qui te plaît et tout simplement qui permettent aux gens de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu renvoies, quelles sont tes valeurs et quelle est la vision que tu as de ton sport. Là, en l'occurrence, c'est le body, mais ça peut être autre chose, tu vois, ça peut très bien être de la force, ça peut très bien être, j'en sais rien, un sport bien autre chose que de la muscu, tu vois. Mais du coup, pour nous, c'est le body et on fait du contenu qui est vrai et qui ressemble à 100% aux personnes que nous sommes pour qu'on puisse toucher des personnes qui ont les mêmes valeurs potentiellement, qui ont la même vision des choses et que les coachings puissent bien se passer. Donc, faire du contenu qui te plaît, qui te représente vraiment, pas essayer de faire des choses forcément qui sont des trends ou à la mode, tout simplement pour toucher un maximum de gens. Et au final, que les personnes viennent vers toi, que les personnes qui viennent vers toi soient pas les personnes que tu voudrais réellement qui viennent vers toi, tu vois. Et ensuite, tout simplement acquérir des connaissances. C'est bien d'attirer des gens, mais il faut pouvoir leur transmettre des choses pour pouvoir leur apporter une valeur ajoutée. Donc, avoir des connaissances, que ce soit par l'expérience, que ce soit par des formations, que ça puisse être également par des diplômes d'État, des formations d'État. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que c'est pas forcément l'option que je choisirais ou que je recommanderais forcément de vouloir faire un diplôme en d'État. Pas mal de personnes se tournent vers cette option tout simplement parce que ils veulent avoir une sorte de légitimité, ils veulent avoir une sécurité. Ce qui est bien, clairement, si tu le fais, je ne dirais pas que c'est quelque chose à ne pas faire, mais c'est peut-être pas la première chose que je te recommanderais de faire, tout simplement parce qu'on sait que les formations diplômantes d'État ne sont pas forcément réellement à jour de ce que c'est aujourd'hui, sont assez courtes, que ce soit le CQP, le BPGEPS. En 6 mois, pas grand chose à apprendre. Et surtout, c'est des formations un peu trop généralistes et pas réellement faites pour du coaching en ligne. C'est souvent fait déjà pour du coaching en présentiel, en 1-1, en présentiel, tout simplement. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ce genre de coaching n'existe plus vraiment en salle. Et également, les connaissances qui sont véhiculées dans ces études sont souvent un peu vieilles et désuées. Donc, je dirais, voilà, avoir la passion, savoir pourquoi tu veux le faire, être présent sur les réseaux chez le maximum de monde et avoir justement ensuite de la connaissance à transmettre à ces personnes. Je pense que la réponse elle est assez complète. Vas-y, Flo, si tu as une autre vision des choses ou quelque chose à dire. Je pense être assez d'accord avec ça, effectivement. Dans la question, du coup, effectivement, de comment se lancer, déjà, il y a le mot se lancer. Et je pense qu'avant tout, c'est le plus important, c'est te lancer parce que, avant tout, avant de réfléchir à plein d'autres choses, avant d'attendre d'avoir ton diplôme, avant d'attendre je ne sais pas quoi, avant d'attendre l'âge, je ne sais pas quoi, se lancer. Déjà, dans un premier temps, se lancer et chercher à apporter le maximum de value possible aux personnes. Donc, faire du contenu vidéo, du contenu écrit, bref, du contenu qui va aider les gens et toucher les personnes. Parler, c'est toujours un petit peu mieux parce que les gens vont aussi plus s'attacher à ton personnage, je trouve, donc via des réels classiques, mais qui donnent vraiment des informations de ce que toi, tu estimes être intéressant, important et qui peut aider les personnes. Donc, du coup, déjà, se lancer là-dessus. Et après, par la suite, selon moi, si tu es passionné et que ça se ressent, tu attireras des personnes qui sont passionnées. Et comme on disait, c'est avant à tout prix vouloir faire un max de clients, un maximum de chiffres,
cherche d'abord à te dire je veux aider des personnes et c'est d'abord ma passion. Parce que d'abord, il faudra d'abord donner, entre guillemets, de ton argent avant d'en recevoir. Donc, faire des vidéos gratuites, faire des vidéos qui vont aider et faire. En fait, le truc, c'est ça. C'est vraiment faire. Être sûr de faire. Et si tu fais, forcément, progressivement, il y aura une personne, deux personnes. Et une fois que tu auras fait ça, te former, comme tu as pu dire, effectivement. Mais ça, c'est pas forcément obligatoire pour se lancer. Enfin, si. Enfin, il faut quand même avoir des connaissances pour se lancer, mais il ne faut pas attendre d'avoir toutes les formations du monde avant de se lancer. Ouais. C'est surtout ça. Parce que tu vas forcément acquérir de l'expérience en étant coaché, en coachant, en essayant, en te trompant. Ça, c'est aussi ça. Et par la suite, une fois que tu as des personnes, faire en sorte de les garder le plus longtemps possible, en travaillant correctement, en véhiculant ta passion, en montrant que tu es capable de donner des résultats et ensuite montrer tes résultats. Et après, ça viendra progressivement et ne pas être trop impatient non plus. Je pense que le plus important, au lieu de chercher à tout prix des solutions marketing ou je ne sais pas quoi, d'abord se concentrer sur se lancer, faire du bon contenu, faire des bonnes choses qui aident les personnes et progressivement, ça amènera d'autres personnes. Et une fois que tu fais du bon travail qualitatif, obligatoirement, il y aura le bouche à oreille et ça fera venir d'autres personnes chez toi. Moi, je suis d'accord avec toi et j'aimerais rebondir sur le truc de se lancer parce qu'en fait, que ce soit du coaching ou tout simplement faire du contenu sur les réseaux qui potentiellement après peut être converti en du coaching, beaucoup de personnes ont peur de se lancer pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'en fait, ils ont souvent peur du regard de leurs proches ou regard de leur entourage plus ou moins proche. Alors, tout simplement parce qu'ils ont un peu peur de se ridiculiser ou tout simplement ils tiennent un peu trop en compte l'avis des autres personnes, alors qu'au final, tout le monde s'en fout de ce que tu vas faire sur les réseaux. Et puis au final, si ça gêne des personnes, ça fera un tri dans ton entourage. Ça doit gêner des personnes si potentiellement que c'est pas des bonnes personnes pour toi dans ton entourage. Et ensuite, la seconde raison qui freine un peu les gens de se lancer sur les réseaux, c'est qu'ils ont trop l'habitude de voir du contenu parfait parce qu'ils suivent des influenceurs souvent, enfin, influenceurs, des créateurs de contenu qui ont, ou des coachs d'ailleurs, qui ont beaucoup d'abonnés, qui font déjà du super bon taf. Et comparé à ce qu'ils peuvent voir sur Instagram, ils se disent que ce qu'ils vont commencer à mettre sur les réseaux, ça va être un peu éclaté. Et du coup, ils ont peur de faire parce qu'ils se disent, ah non, mais ça va être nul, la qualité va être nulle, le montage va être nul, le son, la vidéo va être nul. Mais en fait, dans tous les cas, tout ce que tu fais, à part si vraiment tu as fait des études pour en amont ou que tu étais vraiment très très chaud et calé dans le sujet, tes premières vidéos, tes premiers réels, tes premiers posts, ils vont être éclatés. Ou en tout cas, niveau qualité, ça sera clairement pas ce que tu as l'habitude de voir sur Instagram. Et au final, c'est clairement OK. C'est normal de débuter et de galérer. Tu vois, c'est comme si un débutant en muscu, il arrive et tu lui demandes de faire 100 kilos développé couché, il va pas y arriver. Tu vois, c'est obligatoire à part s'il a un gros background, mais c'est pas forcément le cas. Et C'est vrai. donc voilà, tu fais et petit à petit, tu t'améliores. Tu achètes un peu de matos, tu comprends un peu les mécanismes du montage, comment attirer les personnes et garder les personnes sur ton contenu sur TikTok, sur Instagram, etc. En fait, il faut juste se lancer et galérer un peu et tout le monde va galérer. Et au final, plus tu vas garder ça, plus tu vas passer du temps sur Instagram, tout simplement à faire du contenu, plus ça va s'améliorer. Et un jour, tu seras vraiment content de ce que tu sors. Et c'est ça le process aussi, quoi. Exactement. Et c'est vrai que c'est une peur de certaines personnes et ça peut se comprendre, on va dire encore. C'est que beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui le fait. Mais au final, ta façon de faire ne sera pas forcément la même que des personnes qui sont déjà lancées depuis longtemps. Mm. Et simplement, il y a des gens qui vont adhérer plus à ton style. Parce que toi, par exemple, ton style, c'est des lunettes avec des tatouages, j'en sais rien. Et il n'y a quasiment pas de coach qui a ça. Ou alors ton style est juste commun avec d'autres personnes, mais bon, tu t'entraînes un peu mieux que d'autres coachs. Et il y a Ouais. énormément de monde sur le marché. Mais il y a énormément de coachs, mais il y a aussi il y a très peu de bons coachs. Donc, qui vraiment, par exemple, sont passionnés, qui ont des résultats, qui font ça depuis longtemps. Donc, il y a ça aussi. Si toi, ton objectif, c'est de vivre de ça, tu sais que tu feras ça pendant encore longtemps. Et souvent, les personnes qui sont là quand tu commences sont souvent plus là après 1 an, 2 ans, parce que ça n'a pas forcément marché, elles n'avaient pas forcément la passion, donc du coup, on a arrêté. Donc il y a ça aussi, à ne pas avoir peur de se lancer et d'y aller, de galérer sur certains trucs. Peut-être des fois de se former aussi sur le domaine, peut-être aussi un peu du coaching, donc prendre des consultations avec des coachs avec qui ça marche bien, se renseigner un petit peu, essayer d'avancer un peu et à partir du moment où tu veux ressembler par exemple à un style,
essayer par exemple d'être coaché par cette personne-là, que ce soit dans un domaine de la musculation, dans un domaine un peu plus business. En tout cas, il y a toujours moyen de faire. Au début, comme dit, il faut vraiment se lancer et commencer. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent dans un coaching qui peut être par exemple, comme dit, business, même si ça paraît un peu mauvais dit comme ça, mais au moins qui va te donner des bases. Avoir un bon, un bon Google Sheet, par exemple, vraiment où tu peux avoir des bonnes données. Avoir un service de paiement qui est bien en place, etc., pour que tu n'aies pas besoin de demander des RIB et courir après les gens, enfin des trucs tout bêtes, mais vraiment faire en sorte que tout soit bien au top. Même si tu peux te lancer avant d'avoir ça, et tu pourras très bien ajuster par la suite. Au début, tu demandes le RIB classique et tu tapes tes paiements sur ton RIB, etc. C'est pas trop grave. Mais par la suite, effectivement, pas hésiter à professionnaliser dès que tu commences à gagner un peu d'argent et utiliser cet argent intelligemment. Si tu mets pas, des premières années, tu peux pas forcément économiser ou mettre de côté. C'est pas grave si tu peux avancer sur ton suivi et amener de la qualité. Je pense que c'est le plus important au début. Il y avait une autre question qui rejoignait un peu le coaching, c'est du coup comment se passe votre collaboration au niveau coaching. Je ne pense pas qu'on a besoin de s'étendre vraiment beaucoup là-dessus, que le podcast parlera pour cette question, mais là, pour ma part, de moi, ce que je peux dire, c'est que ça se passe vraiment très bien. Sur tous les points de vue, c'était quasiment sûr parce que la vision est la même et on avait l'habitude de travailler ensemble du fait Ouais. que tu faisais déjà partie de la team, du fait que tu fais toujours partie de la team puisque on travaille ensemble depuis un moment maintenant, avant d'être vraiment un second coach, ce qui fait aussi une proximité du fait de je t'ai vu évoluer, tu vois un peu comment ça fonctionne, donc automatiquement, tu amènes un peu la même façon de faire. Et ça a marché mieux encore que ce que je pensais, d'un point de vue rapidité, d'un point de vue personnes qui sont venues travailler avec toi, parce que justement, tu véhicules aussi la bonne image. Et petit message dans ce podcast-là, il y a l'offre qu'on a lancée est bientôt finie avec Flo, parce que ça allait très vite, plus vite que ce qu'on pensait. Donc profitez-en si jamais. Donc je pense que c'est une bonne façon de dire que la collaboration se passe bien. Je pense que voilà. Ouais, clairement. Bah, au niveau de la collab, bah, comme tu as dit, ça fait déjà presque un an et demi qu'on bosse ensemble, un an et quelques mois, tu vois. Euh, Au niveau athlète, déjà, euh, pourquoi je suis allé vers Flo, c'est parce que j'aimais son contenu, parce que même avant de commencer le coaching, ben, je me reconnaissais dans ses valeurs, comment il s'entraînait, les valeurs qu'il véhiculait, et simplement, c'était clairement une source de motivation, une source d'inspiration, tu vois. Et bah, je me suis tourné vers lui quand bah, on a commencé le coaching. Bah, c'est clairement à ce quoi je m'attendais. Du coup, j'en ai été très satisfait. Euh, et clairement, ça a été bah, aussi une source d'inspiration sur comment je gère mes coachings maintenant, même si ben, j'ai quand même mes spécificités et mes coachings sont différents des chiens. Mais bien sûr que ben, ça m'a beaucoup imprégné, ce qui est normal, tu vois, quand on a commencé à collaborer en tant qu'athlète et coach ben, forcément, il y avait un partage de connaissances, également un partage de savoir-faire qui allait se retransmettre, tu vois, dans mes coachings. Euh, Après, maintenant, comment se passe notre collaboration? Il y a aussi à différencier l'aspect athlète et coach, parce que bien sûr, je suis toujours coaché par Florian. Et du coup, ben, il y a cet aspect athlète-coach. Il y a également cet aspect collaborateur dans la team flow, tu vois. Et bon, pour le moment, clairement, on a réussi très, très bien à gérer tout ça. On arrive bien à faire la distinction entre les deux. Et sinon, humainement, bien sûr que ça fonctionne bien, sinon on ne serait pas ensemble dans la team. C'est avant toute chose, même si bien sûr on partage quasiment la même vision du body, la même vision du coaching également. Si l'aspect humain n'avait pas été OK, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, bah, sur ça, je suis super content, super reconnaissant que tout se passe bien. Et puis, ça va continuer comme ça et encore mieux par la suite, c'est sûr. J'aurais rien à rajouter. Merci pour tes mots. Je pense que après avoir saucé la Team Flow et prouvé aux gens qu'on travaillait bien et que c'était une bonne team, je pense qu'on peut s'attaquer aux questions un peu plus bodybuilding, j'ai envie de dire. Qui parleront peut-être à d'autres personnes, même si je sais qu'il y a de plus en plus aussi de coachs maintenant qui cherchent effectivement à se former et à avancer. Je le vois effectivement même dans mes clients actuels, de plus en plus sont des coachs. Et c'est bien aussi de voir ça parce que à partir du moment où on est coach, il ne faut pas penser que. À partir du moment où tu es coach et que tu veux développer ton activité de coaching, ça va passer par le fait de te former, bien sûr, mais aussi le fait de déléguer toute la partie qui est extrêmement chronophage. Et la partie chronophage, c'est justement faire évoluer le physique. Il faut effectivement se peser, suivre le poids, suivre le physique, suivre si les entraînements vont bien. Et ça, c'est ce qui peut prendre parfois du temps.
et du coup te prendre du temps sur potentiellement de l'acquisition de clients qui se prend déjà aussi beaucoup de temps. Donc c'est ça qui peut être bien aussi, se décharger là-dessus au-delà d'apprendre. Et aucune personne va, enfin aucun de tes clients va se dire attends c'est bizarre, c'est mon coach et il est coaché et arrêter de travailler avec toi parce qu'il pense que tu n'es pas compétent. Bien au contraire, tu vois, ça Ouais, va te permettre il va se rendre compte que la qualité va vraiment level up parce que justement, tu vas gagner un max de temps pour lui au lieu de le perdre pour réfléchir à, comment dire, à essayer d'avoir plus de personnes parce que tu dois déjà te gérer toi-même. Donc voilà, si jamais. cool. La question du coup, c'était pourquoi ralentir l'excentrique et alors, est-ce que trop ralentir est-ce que trop ralentir peut être contre-productif? Ok. Pourquoi ralentir l'excentrique et est-ce que trop ralentir l'excentrique peut être contre-productif? Ok. Ouais, comme tu veux. Je peux te laisser Ouais, répondre. C'est à plus ou moins quoi. Petit rappel avant tout, l'excentrique, bien sûr, c'est la phase où tu vas retenir la charge. Donc voilà, que ce soit sur le dos, sur les pecs ou sur les jambes, c'est le moment où justement c'est le moment où vraiment la charge tu la retiens. Donc voilà, c'est sur le dos, c'est quand ton bras monte, c'est sur les pecs, c'est quand ton bras descend, etc., etc. c'est ça. Du coup, je sais pas exactement qui t'a posé la question, mais je sais que c'est une question qui revient souvent dans mes DM Insta. Du coup, bon, je sais pas si c'était pour moi ou pour toi, mais en tout cas, on va la traiter tous les deux. Pourquoi ralentir l'excentrique? Tout simplement pour plusieurs raisons. Première raison, c'est avoir le maximum de temps sous tension, notamment sur le dos. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour ressentir mon dos et mes grands dorsaux. Souvent, je retiens un peu plus mon excentrique sur les mouvements de dos que sur les mouvements de poussée parce que potentiellement, j'ai un peu plus de mal à ressentir mon dos que mes pecs. Et ça me permet de vraiment, dans un premier temps, être sûr que je réalise la bonne technique sur l'exercice. Notamment, je pense au tirage poulie haute avec un banc. Là où souvent j'ai un excentrique peut-être qui, pour certaines personnes, serait un peu trop exagéré. Mais moi, en fait, qui me convient très bien. Parce que sans ça, j'ai du mal à garder ma technique et j'ai du mal à ressentir mes grands dorsaux. Et j'ai du mal à vraiment, on va dire, faire rentrer du sang dans mes muscles pour tout simplement faire grossir mes grands dorsaux. Donc, souvent, je peux peut-être avoir un excentrique un peu trop longue. Et en fait, c'est clairement OK parce que c'est ce qui me permet de progresser et ce qui me permet de réellement bien sentir mes grands dorsaux, être sûr que je ne suis pas en train de tirer avec mes trapèzes ou un autre muscle, tout simplement. Et tout simplement avoir la série aussi la plus calme, peut-être la plus lente pour moi, en fait, assez lente pour être sûr que je rush pas ma série, être sûr que je casse pas ma technique, être sûr que je tire bien mon coude vers ma hanche, que je ressens bien mes grands dorsaux. Et en fait, tout ça, on peut le généraliser à pas mal de choses. Si toi, tu as du mal à ressentir tes pecs, que c'est un point faible, c'est souvent parce que c'est un manque de technique, parce que tu essaies de rusher ta technique, pousser le plus fort possible, le plus rapidement possible pour enchaîner les reps, avoir tout simplement la plus grosse charge et le plus gros nombre de reps. Au final, tu pousses avec tes épaules et tes triceps, tu vois. Si tu retiens bien ton excentrique, tu vas voir que euh, déjà, tu vas pas pouvoir mettre aussi lourd que ce que tu faisais avant parce que tu peux pas pousser comme un bourrin. Parce que tu es obligé de contrôler ta charge et vraiment bien maîtriser ta technique. Euh, voilà. Effectivement, je pense que ça parlera à beaucoup de monde et ça expliquera aussi beaucoup de choses. En gros, pour moi, pourquoi ralentir l'excentrique principalement, c'est parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment gérer toujours correctement le changement de direction. Donc, toujours être sûr que lorsque tu es par exemple sur les pecs, tu ne vas pas rebondir sur ton tendon vraiment en bas du mouvement et repartir, ou pareil sur le dos, que tu ne vas pas tout décrocher et repartir. Donc, ça va te permettre, à long terme, prévenir des potentielles blessures que tu peux avoir sur les tendons, tendinites, etc., déchirures, bref, tout ça. Et aussi et surtout, le plus important, c'est d'être sûr que, même si c'est un exercice polyarticulaire, tu recrutes correctement le muscle que tu veux. Parce que ne pas forcément retenir l'excentrique, ça veut dire que à tout moment, tu vas tirer ou potentiellement pousser avec le muscle qui est plus fort. Donc, si c'est les pecs, par exemple, tu vas te retrouver à pousser avec tes épaules ou avec tes triceps. Et ce qu'on veut, c'est être sûr que lorsque tu retiens l'excentrique, c'est que tu restes vraiment dans cette trajectoire. Parce que si tu es sur ton dos, que tu es sur le haut, tu montes, tu montes, tu montes. Et si tu te laisses aller, tu peux très vite être, au final, avec le coude qui part trop vite, donc être plus sur le biceps quand tu vas te retrouver à tirer, parce que justement, tu as à peine laissé le temps de s'étirer et ensuite tu contractes direct. Donc en fait, gérer le changement de direction,
je dirais bien ralentir l'excentrique. Enfin, ça dépend à quel point tu ralentis aussi. Et ça te permet juste au moins d'être sûr que tu restes vraiment dans l'axe d'alignement de ce que tu souhaites travailler et que tu travailles correctement le muscle que tu souhaites cibler. En fait, c'est vraiment ça. Donc, ralentir l'excentrique, ça te permet surtout de rester aussi plus stable. Parce que si tu commences à aller dans tous les sens et à te laisser aller dans tous les sens, tu vas commencer à perdre la stabilité. Et si tu perds la stabilité, tu risques de recruter d'autres muscles que tu ne souhaites pas forcément recruter, qui vont te fatiguer sur d'autres séances où tu n'as pas forcément envie d'être fatigué. Tu vois, le bas du dos, etc., ou les abdos, etc., qui peuvent te fatiguer sur les jambes après, si tu veux déjà focus les jambes. Bref, il y a tout à y gagner à retenir l'excentrique parce que justement, tu es certain de vraiment te concentrer correctement et connecter correctement. Alors après, au fur et à mesure, effectivement, il y a des personnes, plus tu avances, moins tu as besoin d'avoir une excentrique ultra contrôlée pour ressentir les muscles de travail, mais c'est quelque chose que tu gardes juste parce qu'en fait, tu te sens que tu es fort et que tu es stable. Et tu vas te sentir beaucoup plus fort à mettre une charge un peu plus basse, mais bien retirer l'excentrique, que mettre une charge beaucoup plus lourde, mais pas du tout retenir l'excentrique. Tu vas sentir que tu es beaucoup plus stable, beaucoup plus fort sur le mouvement, et aussi et surtout, tu es sûr que les répétitions que tu vas gratter, elles seront identiques, parce que justement, ton excentrique est tout le temps la même. Si d'un coup, tu as un excentrique qui n'est pas contrôlé, que tu grattes ta répétition, une fois, tu as une seconde excentrique, une fois, tu as 0,35, une fois, tu as plus. C'est là que tu n'es pas sûr, en fait, si la répétition que tu as grattée, elle est vraiment parce que tu as pris du muscle ou juste parce que ta technique est à chier. Et aussi, du coup, ben, est-ce que ça peut être contre-productif? Sur certains mouvements, je pense que oui. Notamment des mouvements où, on va dire, la triche est autorisée, même si c'est un peu compliqué de dire ça, mais des mouvements type rowing, rowing à la barre, rowing aux haltères, peut-être c'est un mouvement où forcément tu auras, plus la fatigue va augmenter, plus ton mouvement de hanche, il va également augmenter parce que ben, le corps veut compenser ton manque de force. Et sur ce genre de mouvements, qui sont des gros mouvements, forcément, la triche est un peu plus autorisée, un peu plus facile à mettre en place que sur des mouvements réellement d'isolation pure. Et là, pour le coup, retenir un peu trop ton excentrique, passer trop de temps, en fait, tu vas juste trop te fatiguer, tout simplement, parce que sur ces gros mouvements où, du coup, c'est pas de l'isolation, forcément, je pense à un rowing, ben, tes ischios vont prendre, tes fessiers vont prendre, tout simplement parce que tu mets beaucoup de tension dessus pendant tout le mouvement. Et forcément, si tu restes plus de temps en tension que ce que tu pourrais faire, tout simplement. En gardant une trop grosse excentrique, forcément, tes jambes, elles vont en pâtir. D'autres muscles que tu voulais pas travailler, ils vont en pâtir pour, au final, pas tant de gains que ça et pas, c'est pas nécessaire. Tu vas juste plus te fatiguer qu'autre chose. Donc, sur cet aspect, ouais, je dirais que ça peut être contre-productif si forcément tu te fatigues trop et qu'au final, ben, sur ta semaine, ça impacte ta semaine d'entraînement. Donc, ouais, pour ça, ouais, je pourrais dire que c'est contre-productif, ça dépend sur quel exercice tu le fais, pourquoi tu le fais. Peut-être le souci que tu vas avoir de trop retenir l'excentrique, c'est qu'en fait, tu risques de ne pas réussir à avoir la même excentrique sur toutes tes répétitions, surtout sur la fin quand ça devient difficile. Et c'est là qu'on veut la garder. Et tu risques d'avoir de répétition après répétition excentrique en finale que tu auras de plus en plus de mal à tenir et devoir mettre une charge qui est vraiment très très basse. Et au bout d'un moment, le problème de mettre une charge très très basse, c'est qu'en soi, on n'est pas power, on est bodybuilder, donc on s'en fout un peu de la charge. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ton muscle, on veut quand même lui mettre de la tension. Donc, on veut quand même lui appliquer une certaine charge dessus pour être sûr qu'il évolue. Et du coup, ça va passer justement par une charge quand même avec une excentrique qui est contrôlée. Donc, l'excentrique, elle est contrôlée, oui, mais jamais abusée. Vraiment juste quelque chose qui te permet d'être bien, de bien sentir ton muscle, de rester bien stable dans ton mouvement et ensuite d'avoir une bonne concentrique. Mais trop retenir, selon moi, ça peut être contre-productif. Et on n'en a pas parlé, mais bien sûr, on ne retient pas la concentrique, on ne met pas de temps des 3 secondes de concentrique ou je ne sais pas quoi. La concentrique est puissante, c'est juste l'excentrique qu'on retient. Ce n'est pas poser la question, mais je préfère le préciser quand même. Effectivement, il y a du bon, il y a du mauvais, ça dépend de ce que tu fais. Juste être sûr qu'à chaque fois, ça te permette de progresser et que tu ne te mettes pas en danger et que tu sois capable de tenir. Si ta première, l'excentrique, elle dure 5 secondes, mais que ta dernière, ton excentrique, elle dure plus que 2 secondes, bah, au final, c'est un peu comme si tu ne retenais pas l'excentrique. Donc, il n'y a aucun intérêt. Autant avoir une excentrique que tu es capable de tenir du début à la fin du mouvement. La question suivante, c'était du coup concernant la nutrition. Et la question, c'était diète pauvre en lipides peut causer des dysfonctionnements hormonaux. C'est une Yes. question qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur un petit peu des lipides bas. C'est un grand mot. Ouais. Parce qu'au final, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des lipides qui sont super, super hauts pour avoir des lipides qui sont bien. Généralement, si tu as des lipides qui sont entre 15 et 20% de ton total calorique, pardon, c'est largement suffisant
Pour les femmes, tu peux monter encore un petit peu parce qu'effectivement, les lipides seront encore plus intéressants pour la partie hormonale. Ça dépend dans quelle phase aussi tu te trouves. Effectivement, au bout d'un moment, quand tu vas être en déficit, vraiment très poussé, vraiment très agressif, donc je pense à une PrEP par exemple, au bout d'un moment, tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'auras pas forcément de dysfonctionnement hormonal, c'est bien fait, mais ça va quand même toucher un petit peu aux hormones, à la testostérone, etc. Et tout ça, parce qu'en fait, tu étais très bas. Mais le truc, c'est juste de ne pas avoir quelque chose de trop bas. Si tu es entre 15 et 20%, tu n'as généralement aucune question à te poser. Tout est OK. C'est selon ton total calorique. Au bout d'un moment, si tu as 2700 calories, tu ne vas pas avoir 90 grammes de lipides. Il n'y a quasiment aucun intérêt parce qu'au final, tu ne vas pas avoir assez de place pour tes protéines. Et si tu as assez de place pour tes protéines, tu n'en auras pas assez pour tes glucides. Et on veut quand même être sûr d'avoir des glucides, principalement pour s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut en termes d'énergie, en termes de pump et tenir la séance. Donc au final, beaucoup de gens effectivement ont très peur dès que les lipides sont en dessous de pas, 60 et tout. Mais pour la plupart du temps, si tu es entre 15 et 20%, il n'y a quasiment aucune crainte à se faire. Et si jamais tu crées un dysfonctionnement hormonal, tu as toujours la possibilité de faire des prises de sang. Alors généralement, malheureusement en France, le médecin il va avoir un peu du mal à t'en prescrire. Mais si vraiment tu as besoin de savoir, tu peux payer de ta poche une prise de sang. Ça, tu n'as pas besoin d'avoir une ordonnance obligatoirement pour aller faire une prise de sang et être sûr de toi. Mais dans la plupart des cas, et de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu voir, 15-20%, c'est largement suffisant pour avoir un bon taux d'hormones. Et ouais, enfin, tout est OK au niveau des lipides du moins, et être sûr que tu as assez de glucides et que tu as assez de protéines. Ouais, est-ce qu'une diète pauvre en lipides peut causer des dysfonctionnements hormonaux? Bah, du coup, un peu comme que tu as dit, tant que tu coupes pas complètement tes lipides, parce que je sais que souvent, des personnes qui veulent perdre du poids, d'ailleurs, j'avais eu la discussion avec quelqu'un qui, s'il écoute le podcast, se reconnaîtra facilement, qui avait complètement coupé ses lipides, en fait, parce que il était en gros surpoids, et en fait, il a coupé ses lipides, mais ça fait quasiment, on va dire, 6 7 8 mois il a coupé complètement de ses lipides pour se concentrer sur des glucides et des protéines. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'on sait très bien que glucides et protéines, bah forcément, c'est moins calorique que des lipides. Donc, ça lui permet d'avoir un plus gros volume, être un peu plus calé. Sauf que, bien sûr, si tu le fais sur du long terme, couper complètement tes lipides, ça peut clairement être la pire des idées. Parce que là, pour le coup, au niveau de tes hormones, ça peut causer des troubles qui sont bien entendu réparables, mais qui vont mettre plus ou moins de temps à se remettre en place en fonction de ça fait combien de temps que tu as coupé les lipides, ou en tout cas que tu es très très bas en lipides, et comment tu gères ensuite ce retour à la normale. Est-ce que, enfin, tout simplement, voilà, comment tu le gères? Donc, si tu es bas, mais que, comme a dit Flo, ben, tant que tu restes dans les 15 à 20%, à peu près 0,7 grammes par poids de corps, je dirais à peu près, euh, tant que tu restes dans cette fourchette-là, tant que c'est pas drastique et que tu coupes pas ça pendant extrêmement longtemps, parce que tu vois, comme tu as dit sur une PrEP, tu peux potentiellement être beaucoup plus bas parce que ben, tu sais que tes cales sont basses, que pour le moment, l'important c'est de garder le plus de muscle possible, donc avoir une certaine quantité de protéines, pouvoir aller s'entraîner et pas être, tu sais que tu vas être en zombie quand même dans ta PrEP, mais essayer en tout cas de, de faire en sorte que ce soit le moins possible, tu vois, ben, tu vas privilégier tes glucides et tes protéines. Donc forcément, sur une PrEP, tes lipides vont en pâtir un peu. Mais encore une fois, c'est pas sur du très long terme. Donc, si après tu vas bien gérer ta reverse, etc., ça va aller. Mais si pour d'autres raisons, tu n'es pas encadré et que vraiment tu coupes tes lipides, ou en tout cas tu es extrêmement bas, j'en sais rien à combien, mais si tu es extrêmement bas, oui, ça peut poser des problèmes, je dirais. Donc, sur ça, se faire accompagner et savoir exactement ce qu'on fait dans le cas contraire. Au final, tout dans l'extrême, de toute façon, pourra te causer des problèmes. Il faut juste savoir le faire intelligemment et surtout sur la durée. Donc, une diète pauvre en lipides en soi, non. Par contre, une diète pauvre en lipides pendant très, très, très longtemps et pas forcément bien gérée, avec pas forcément de rebond en lipides ou quoi que ce soit, oui, dans ce cas-là, ça peut commencer à causer, pas forcément que des dysfonctionnements hormonaux, mais vraiment des problèmes en général. Parce que malgré tout, les lipides, pour un homme, peuvent être un petit peu moins importants que pour une femme, mais resteront quand même très importants dans une diète. C'est pas pour rien que les trois plus importants, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Donc, toujours essayer d'avoir un minimum de lipides, même si, bien sûr, les 15-20% que j'ai dit là, lorsque tu vas avancer dans la PrEP, tu seras plus forcément à 15-20% parce que si tu bases que sur ces 15-20% là, tu n'auras plus forcément assez de place après
pour les glucides. Et même à partir du moment où tu es en prep, ce qu'on veut, c'est descendre le poids du corps. Donc, en fait, descendre les calories tant que c'est utile. Donc, après, c'est un peu différent. Mais là, c'est vraiment un sujet encore à part. Ouais. Donc, ouais. À partir du moment où c'est pauvre pendant trop longtemps, ça causera forcément quelque chose au bout d'un moment. Ça, c'est clair. Même une prep bien faite, au bout d'un moment, tu ne pourras pas être contre la fatigue de la prep, la libido très basse, la non-envie d'aller s'entraîner, etc. Donc, c'est normal. Question d'après, du coup, là, je vois, on avait quel est le meilleur programme d'entraînement? Et il y avait juste PPL, ces 4 petits points et entre parenthèses. Alors, quel est le meilleur programme d'entraînement, pardon, selon toi, Flo? Du coup, quel est le meilleur programme d'entraînement? Je sais plus Réponse si j'avais rapide, je vous répondu invite ça à aller l'autre fois. voir l'Instagram de la team où Flo y a répondu il n'y a pas longtemps, je crois, c'était il y a Ah quelques voilà, jours. Un réel c'est très ça. intéressant. Et je le mettrai d'ailleurs si j'y pense, je le mettrai en description. Du coup, quel est le meilleur programme d'entraînement? Bah, je sais, bon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il n'y en a pas, tout simplement. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'en fait, on donne un nom à un programme. Au final, la question, c'est pas quel est le meilleur nom de programme d'entraînement. Ce qu'il faut juste regarder, c'est ton volume sur la semaine, comment il est réparti. Est-ce que tu as assez de volume pour tes objectifs, pour développer ton physique de manière oui, de manière harmonieuse. Donc, développer tes points faibles et potentiellement pas surexploiter tes points forts. Et ensuite, comment tu le répartis dans ta semaine pour avoir ce volume et pour pouvoir bien récupérer de tes entraînements et du coup de ce volume que tu as mis en place. Ensuite, que ce soit un PPL, un split, j'ai un upper lower ou d'autres noms que on s'en fout finalement, euh, parce que tu places, bien sûr, il faut que ça soit cohérent. C'est-à-dire que euh, tu vas essayer, la plupart du temps sur un PPL, du coup, c'est un push-pull legs. Moi, je suis adepte de ce genre de manière de faire une prog, tout simplement parce que ça te permet de travailler sur un même jour des muscles qui, tout simplement, de pousser. Donc, qui ne vont pas être re-exploités sur ton lendemain, sur un pull, tout simplement. Donc, tu travailles tous tes muscles qui vont te permettre de pousser. Le lendemain, tu travailles tous tes muscles qui vont te permettre de tirer. Et du coup, forcément, c'est pas les mêmes muscles. Et donc, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de problème de récupération. Ensuite, tu vas faire les jambes ou dans la plupart du cas. Et encore une fois, il n'y a pas de problème de récupération sur tes muscles qui t'ont permis de tirer. Ou alors, il y en a un peu, mais c'est assez négligeable. Donc voilà, il n'y en a pas forcément de meilleur programme d'entraînement. Il faut juste que tu fasses en sorte que tu puisses assez récupérer de la veille, de ton entraînement de la veille. Et donc, forcément, pas retaper le même muscle ou pas, ouais, tout simplement pas retaper le même muscle le lendemain matin, ou en tout cas, pas retaper le même muscle avant qu'il t'ait complètement récupéré de ton dernier entraînement. Ensuite, voilà, il y a certaines personnes qui sont adeptes du split. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est travailler le même muscle, enfin, un seul groupe musculaire sur un entraînement. Si tu kiffes, si ça te permet de progresser parce que tu adhères à ton entraînement, pourquoi pas. Après, moi, je trouve pas forcément que c'est le meilleur format, tout simplement parce que ça va être compliqué de garder la même intensité, de mettre autant d'intensité du début jusqu'à la fin si tu gardes le même, si tu travailles les pecs, compliqué de garder la même intensité sur ton premier exo et ton dernier exo. Ça va te faire beaucoup de volume d'un seul coup. Voilà, moi je trouve ça un peu compliqué, peut-être parce que c'est ma manière de m'entraîner qui met beaucoup d'intensité sur mes entraînements. À voir comment la personne s'entraîne et à voir vraiment si elle adhère que à ça. Encore une fois, faire une programmation, c'est au cas par cas. Il faut que la personne adhère avant tout. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de meilleur programme d'entraînement, c'est une question de volume et de récupération. Si je reprends un peu ce que tu as pu dire, assez d'accord effectivement avec ça. En gros, pour avoir un programme d'entraînement, la base, ce sera toujours la même. C'est ton physique actuellement, comment il est, et où le but, c'est d'aller. Qu'est-ce qui te manque euh, comme muscle sur le physique? Est-ce qu'il faut privilégier un muscle ou pas? Le deuxième point, bien sûr, déjà, c'est le matos que tu as à la salle. Donc, est-ce que tu n'as pas beaucoup de matos? Donc, du coup, tu vas devoir faire revenir souvent la même chose. Ça influera aussi sur ton split. Et le point aussi qui est important, c'est en soi le temps que tu accordes à tes séances. Si tu n'as pas forcément de jours dans la semaine, on va dire, définis, tu peux faire revenir effectivement le volume plus souvent. Mais en tous les cas, c'est être sûr que
le volume que tu fasses revenir sur la semaine, il est assez. Ça revient assez souvent, que tu aies un volume qui soit cohérent. Donc, soit tu as assez de temps pour t'entraîner et du coup, tu peux faire revenir le volume plusieurs fois, donc 2 pulls par exemple, ou 2 push, ou alors tu n'as pas forcément le temps, effectivement. Donc, du coup, tu seras plus sur quelque chose où tu n'auras qu'une seule séance qui sera sur les pecs, ou qu'une seule séance push, une grosse séance où tu as tous les mouvements de poussée, une grosse séance où tu as tous les mouvements de tirée, et une séance qui, par exemple, qui est jambes. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de nom. Effectivement, le meilleur programme d'entraînement, ça peut très bien être un push-pull legs modifié. Parce que généralement, dans un push-pull legs, je prends l'exemple, par exemple, à un moment le programme que tu avais, je me rappelle, tu avais un moment épaule-bras. En vrai, épaule-bras, dans un push-pull leg classique, ça n'a rien à y faire. Un push-pull leg, c'est push-pull legs, off, push-pull legs, off, etc. Là, on avait un épaule-bras qui pourrait ressembler presque à un Arnold split, je crois. Je me demande si Arnold faisait pas les bras avec les épaules, un truc comme ça. En fait, on avait vraiment un mix. Et après, tu as des personnes, effectivement, qui ont des pecs vraiment très en avance, où en fait, les pecs vont revenir qu'une fois par semaine. Donc, on aura vraiment une séance qui sera push, 2 pulls, un épaule-bras et les jambes, par exemple, 2 fois. Ça, encore une fois, c'est un peu, nouvelle fois, quel nom tu donnes à ça, tu vois. Tu donnes pas de nom. C'est vraiment, en fait, on s'en fout de à quoi ressemble ton programme d'entraînement. Ça peut être un split modifié, ça peut être un push-pull leg modifié. Il y a des gens qui peuvent faire les biceps avec les pecs parce ils sont sûrs d'avoir un maximum de tension dessus et de les travailler correctement. Et du coup, ben, ils font les triceps sur le dos. En vrai, il y a tellement de possibilités, mais le meilleur programme d'entraînement, c'est vraiment celui qui reprend tout ce qu'on a dit avant. Donc, ça veut vraiment dire le temps que tu accordé à tes séances, ton physique, comment il est, le matos que tu as à la salle. Et ouais, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà ça. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Et après, tu en déduis, bien sûr. Et il ne faut pas s'arrêter à un truc parce que toi, tu ne veux pas faire de push-pull leg. Tu dis non, c'est pas pour moi, machin et tout. Tu peux très bien avoir une séance pull et du coup, avoir une autre séance qui est que par exemple pour les pecs parce que tu veux vraiment tuer les pecs. Mais il faut prendre en compte que pour être sûr d'avoir assez de volume, donc généralement, si tu veux rattraper un point faible, moi j'aime bien viser au moins les 15 sets. Si tu peux aller au-dessus, c'est bien, mais un minimum au moins de 15 sets. 15 sets sur une seule séance qu'avec du travail sur les pecs. Ouais, c'est pas faisable. Ça sera Très faisable, bien compliqué. sûr, mais après, est-ce que tu rentabiliseras autant que, par exemple, 7 séries sur une séance qui paraît pas beaucoup et 7 sur une autre, par exemple, ou 8 sur une autre? Voilà, ça, c'est à décider, quoi. Parce qu'après, même si tu n'as pas beaucoup de matos, ça ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas, par exemple, faire 2 séances push qui sont identiques, qui sont absolument identiques. Mais une où tu as 7 séries et une autre où tu en as 8. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, tu auras ton gros mouvement, par exemple, sur le push A, qui sera le même que sur le push B, ça, on s'en fout. Et par contre, avec que 2 séries, où tu donneras le maximum. Et du coup, l'autre, il reviendra en 2 séries, où tu pourras aussi donner le maximum, plutôt que 4 séries sur un, où tu auras le maximum sur les deux. Et les deux dernières seront là pour compenser, j'ai envie de dire, et ne seront pas forcément Ouais, autant rentabilisées que le reste. Et même si tu arrives à te donner à fond sur les 4, est-ce qu'après, tu arrives correctement sur un exercice supplémentaire, puis un exercice supplémentaire? Ça, c'est aussi à voir intelligemment. Ça dépend comment tu ouais, t'entraînes, ça dépend combien de temps tu t'entraînes, ça dépend de ta récupération. En fait, ça dépend vraiment d'énormément de points. Il n'y a pas de meilleur programme d'entraînement en soi. Le meilleur programme d'entraînement, il est adapté à toute ta vie en général et là où tu veux aller. Il y a exact. des gens Ouais, qui c'est ça. progressent très bien avec un split, d'autres avec un PPL, d'autres qui en fait progresseront mieux avec un split qu'avec un PPL juste parce qu'en fait ils auront plus forcément le temps de faire un PPL. En fait, voilà, tout dépend de ça. C'est ça, en fait, c'est surtout adapté à toi. Parce que oui, finalement, une séance type split, ça peut totalement être cohérent si tu n'as pas beaucoup de temps de t'entraîner. Si c'est une petite séance, je sais pas moi, de 45 minutes, 1 heure, ben, faire qu'un seul groupe musculaire, pourquoi pas? Si tu n'as pas énormément d'exos, si tu as 3-4 exos, je sais pas moi dans quel cas ça pourrait arriver, mais ça peut arriver, tout peut arriver. Faut pas être fermé et dire non, moi le split, c'est quelque chose d'ancien, enfin, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, c'est trop old school, etc. Et du coup, c'est pas faisable dans ma prog. Si c'est ce qui colle au mieux à ton emploi du temps et à ton mode de vie, ben, clairement, c'est mieux pour toi, quoi, tout simplement. Exactement. En fait, ton programme d'entraînement, il pourrait être le plus bateau et pourri possible, avec un volume, par exemple, très bas, même en manquant de volume. Mais si tu donnes les moyens à cette prog, tu progresseras plus que quelqu'un qui a un programme qui est hyper, 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 hyper optimisé, tout ce que tu veux. Le seul point, c'est toujours le même, c'est de la buter sur les séries. Si tu Ouais, donnes c'est à vrai. fond sur toutes les séries, que tu es un split, que tu es un push-pull legs, que tu es n'importe quoi, ça ira très bien. De la Yes, donner et de la buter sur les exécutions et les mouvements. C'est simple que ça. yes, tout à fait.
Intéressant sur ça. Je pense qu'on a plutôt bien répondu. Ça paraît un peu toujours bête et je pense que la plupart des gens donnent la même réponse. Il n'y a personne qui va sortir une réponse incroyable et dire moi, je vous jure que j'ai trouvé le programme adapté. Alors, il aura peut-être trouvé le programme adapté pour un type de personne. Si un gars te dit ok, j'ai trouvé le programme adapté pour les personnes qui n'ont pas le temps. C'est vrai. Tu peux très bien avoir un programme qui marche pour les personnes qui n'ont pas le temps, mais ce ne sera pas forcément le programme qui sera adapté aux personnes qui ont le temps ou aux personnes qui veulent devenir qui s'entraînent juste pour leur santé, ou aux personnes qui veulent s'entraîner pour faire la compétition, ou aux personnes qui manquent de bras, etc. Il faudra toujours tout revoir. Et ça sera toujours voilà. Il faut toujours être sûr qu'un programme, c'est au cas par cas. C'est un programme qui arrive le lendemain directement que tu as discuté avec un coach dans ta boîte mail ou 3 jours après. C'est que ça pas, ou alors il a vraiment le temps, mais ce ne sera pas forcément autant optimisé que ce que ça peut être là. Parce que le but, c'est vraiment de prendre vraiment tout en compte sur le physique. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Qu'est-ce qu'il y a déjà? Qu'est-ce qui doit être amélioré et ensuite voir par là s'il faut monter le volume ou pas selon l'intensité que tu mets. Donc il y a ça aussi. Je serais bien partir sur alors c'est encore autre chose, mais un volume qui est très haut au début et descendre progressivement parce qu'en fait tu t'entraînes mieux que ce que tu penses et du coup tu fatigues. Au bout d'un moment c'est comme ça, même si tu te reposes au maximum, tu vas fatiguer. Tu vas avoir des courbatures de fois qui vont être un peu plus longues et c'est là que du coup tu regardes si tu dois baisser le volume ou pas. Mais c'est pas genre une fois, il faut voir si tu l'encaisses aussi ou pas. Je Ouais, crois que ça c'est autre voir chose si, et c'est une autre question, on pourra toujours en reparler si elle revient. Ensuite, c'est une question, je crois que tu avais eu chez toi, c'était comment gères-tu tes calories? Je mes pense que si calories. tu fais, tu as dû afficher à un moment tes calories qui sont assez hautes. Enfin, pour la plupart des gens, c'est haut, même si pour toi, au final, c'est pas le plus haut qu'on ait eu lors de la. Enfin, actuellement, c'est le plus haut où on en est dans la phase de masse, c'est-à-dire quasiment au début. Et comparé à ce qu'on avait au plus haut quand on était sur la fin de la prise de masse. Donc c'est pour ça Ah, que voilà, les gens, c'était des questions qui étaient posées pour ça, je pense. c'est ça. Et dans mon quotidien, d'ailleurs, ça m'arrive tout le temps. En fait, les gens me voient tout le temps en train de manger et me disent, en fait, tu fais que manger. Alors, du coup, comment je gère mes cales? Actuellement, en jour on, je suis à 4275, donc quasiment 4300. Et en jour off, je suis à peu près à 4000, à peu près à 4000. Alors que au pic de ma première phase de bulk, du coup, en fin de bulk, en jour on, j'ai été quasiment à 4008, il me semble, ou au-dessus de 4007 en tout cas. Et en jour off, je devais être un peu moins, je me rappelle plus, mais on va dire vers les 4005, 4006. Du coup, ce qui fait de grosses calories pour des gens qui sont soit des petits mangeurs, qui n'ont pas beaucoup d'appétit, ou alors des gens qui ont tout simplement pas l'habitude de ce milieu. Euh, Pourquoi on mange autant? Parce que forcément, on n'est pas arrivé à des calories aussi hautes d'un coup. Ça s'est fait progressivement parce que on veut faire augmenter le poids dans un premier temps, mais surtout construire du muscle, avoir le maximum d'énergie. Donc, c'est sûr que à la fin pour performer, bien sûr, en entraînement et pas autre chose, hein. Euh, donc, c'est sûr qu'à la fin d'une bulk, on arrive à des calories qui sont assez hautes et qui peuvent être assez aberrants pour le commun des mortels. On va dire, pour quelqu'un qui ne fait pas forcément de sport ou voilà, une personne lambda, ça va être plus vers les 2500, 3000 cales et encore 3000 cales pour une personne lambda, ça peut être élevé. Donc, quasiment quand tu as 2 fois la diète d'une personne lambda, si on peut appeler ça une diète, euh, c'est euh, c'est un peu aberrant. Du coup, comment je gère mes cales? Forcément, ça fait pas mal de calories. Du coup, j'essaye de split mon total calorique dans ma journée de manière cohérente en fonction du coup, de mes besoins dans la journée et du coup, en fonction de mon entraînement. Forcément, je vais essentiellement faire attention à ce que je vais manger avant et après mon entraînement, donc mon pré-workout et mon post-workout en faisant bien attention d'avoir le maximum de glucides, le maximum de protéines avant et après mon entraînement. Prendre des glucides que je sais que je digère bien. Notamment, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est soit crème de riz, soit du riz avant l'entraînement parce que j'ai l'habitude de manger ça, donc je sais, je le digère bien. Et en post-workout, essayer tout simplement d'avoir un peu, enfin, le moins possible de fat, le moins possible de fibres pour assimiler le plus rapidement possible, bien sûr, avec des protéines pour récupérer, on va dire, musculairement de la séance et pas avoir un repas qui va te peser énormément sur l'estomac pour ensuite pouvoir encaisser tes autres repas de la journée. Et voilà, dans tous les cas, limiter les fibres et le fat avant et après tes séances. Dans un premier temps, avant pour pouvoir bien digérer, pas avoir ton estomac qui est trop lourd durant tes séances et du coup, ben, ne pas être sur la digestion pendant que tu fais un effort, simplement, parce que ça va te taxer tout simplement ça va te fatiguer, tout simplement, pendant l'entraînement.
et après l'entraînement pour avoir le repas le plus simple, le plus rapide que tu vas digérer rapidement et ensuite pouvoir enchaîner ta journée. Ensuite, du coup, ça c'est mon pré et mon post. Après, ce que j'ai l'habitude de faire quand je dépasse, quand j'arrive sur des calories assez hautes comme ça, des 4000 cales, j'essaie d'avoir 6 repas, 6, des fois 7 par jour, tout simplement pour pas avoir des quantités absolument énormes et pas être trop ballonné ou en tout cas ben, dégoûté de la nourriture. Et ça, c'est clairement une erreur que je savais et que j'ai faite sur ma première bulk où j'avais peut-être pas assez de repas et des repas trop gros d'un coup. Forcément, des fois, j'aime bien manger, donc ça ne me dérange pas de manger en grande quantité. Mais quand tu arrives quasiment à 4800 et que tu fais 4 repas, des fois 3, vraiment, quand je gérais mal le truc, forcément, au bout d'un moment, ça va te dégoûter. Tu vas directement ne plus avoir faim très rapidement. En fait, tu vas le sentir. Et ça peut potentiellement te causer la fin d'une bulk. Et c'est ce qui m'est arrivé notamment sur ma première bulk, c'est que j'avais plus faim du tout, j'arrivais plus du tout à manger. Même si à la fin, j'ai compris mon erreur et je splittais plus mes repas et du coup, j'étais repassé vers les 5, 6 repas. Le fait que mon corps ne voulait plus manger, on a dû arrêter la bulk. Donc, comment bien gérer ces cales, notamment quand tu as pas mal de calories dans ta journée, bien faire attention à ton pré et ton post-workout et surtout bien split tes repas dans ta journée pour tout simplement être sûr de pas être rapidement dégoûté de la nourriture, bien digérer, bien assimiler tes macros. euh, voilà. Et bien sûr, de bien faire attention à répartir correctement tes protéines, tes glucides et tes lipides dans chaque repas et pas avoir un repas où tu n'as que des glucides, un repas où tu n'as que des protes, un repas où tu n'as que du fat. Bien tout le temps mixer tout. C'est la clé tout simplement pour bien réussir sa phase de masse. Bien manger, mais voilà, comment je gère mes calories au quotidien. Justement, et après, voilà, faut dire aussi aux personnes que actuellement, tu es monté et tu as ces calories-là, principalement aussi parce que le corps le demande. On n'est pas monté comme par magie. Tu es monté très haut à la fin de la phase de masse, mais au final, on est monté à chaque fois parce que le corps le demandait, il y avait Oui, besoin, tu étais encore capable de manger, tu avais encore faim. C'est pas comme par magie. Et on n'a pas monté les calories prévues vraiment. Ok, on sait qu'au bout d'un mois, on monte, ouais, etc. On a vraiment monté progressivement. Sur la fin, tu arrives à ces calories-là, mais elles sont restées pendant pas mal de mois avant de bouger. Tu es vraiment arrivé sur la fin. Et effectivement, la première phase de masse euh, a duré 40 semaines, non, 35 semaines. Peut-être 40 parce que je sais qu'on avait rajouté des semaines et tout parce que justement, c'était un peu mieux passé que prévu. Et Ouais. encore une fois, comme je l'ai dit, on l'a pas arrêté parce que j'étais trop gras, on l'a arrêté parce que j'avais plus faim. Parce qu'au niveau du fat, comme ça allait totalement. Et comme tu as dit, on n'a pas augmenté les calories parce fallait augmenter les calories. On a augmenté les calories parce que mon poids stagnait, parce que au niveau de mon body fat, c'était complètement cohérent. On n'a pas augmenté les calories juste pour viser les 90 plus kilos et atteindre un poids et se dire, ah, c'est bon, on a pris 10 kilos depuis le début et du coup, on peut arrêter. Une erreur que beaucoup de font, c'est se dire, ah là, avec la diète que j'ai, je vais prendre 1 kilo par semaine et je sais pas, dans 20 semaines, 30 semaines, je vais être en plus 30, plus 1 kilo. Au final, si tu fais ça, tu as déjà prévu tout ce qui allait se passer, comment ton corps allait réagir. Donc, soit tu sais, tu connais ton corps par cœur, ce qui n'est pas possible finalement, soit tu as déjà prévu comment allait se passer ta phase de diète. En fait, tu veux juste atteindre un certain poids, mais ça ne sera pas du muscle, quoi. Ça sera du fat, ça sera de l'eau. Et voilà comment Tuto pour rater sa phase de bulk, en fait, simplement. C'est ça. Et là, actuellement, c'est 4000 calories et ça fait. C'était quoi la phase de. Ça fait quoi, 4 mois à peu près qu'on est en phase de prise de masse, je crois? C'était Euh, après l'été, donc c'était quoi? C'était en août, je crois? Non? on a Septembre. fini Août. la mini-cut en octobre, début octobre. C'était octobre, Octobre, ouais. Ça, août, octobre, ouais. ça fait 4 mois. Ouais, c'est à 4 mois, effectivement. Donc, ça va sans doute monter plus vite. Mais comme dit, voilà, une fois qu'il y a l'intensité, tu montes aussi à ces calories-là parce que le corps le demande et aussi le corps bouge bien. Pareil, il y a des moments où le poids stagne, mais on n'a pas forcément monté les calories. Ça, c'est encore Ouais, un autre domaine. c'est ça. Le but, c'est juste de. Voilà, au moins, il a pu expliquer comment les gérer. Parce que
je suis pas forcément le seul des fois à manger 4000 calories, même je suis pas forcément un qui mange le plus non plus, donc c'est bien aussi. Et du coup, au moins, ça permet de gérer correctement. Et pour ceux qui se posent la question, au moins vous avez un aperçu de pourquoi et comment gérer autant de calories. Je pense que c'est bien. Je pense même que d'ailleurs, ce sera le titre de là. Ce sera le titre du podcast. Let's go. Référencement. Comment manger 4000 calories. Si vous voyez ça dans le titre, c'est que j'aurais pas trouvé d'autres titres. Et je pense que ça le fait. Plutôt manger ses calories en bulk. Exactement. Et alors, il y avait une dernière question, on verra si on en rajoutera ou pas. Là, on est sur quasiment 1 heure. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Euh, du coup, la dernière question, c'était prochaine séance sur scène pour les coachs. Coach, mais athlète avant tout. Je dirais plutôt athlète, mais coach avant tout, mais, parce que c'est une petite partie au final du quotidien. Une saison vraiment d'athlète, c'est pour ma part, du coup, une saison d'athlète, on va dire, c'est 6-8 mois sur mon taf de coach qui est tout le temps, donc 4 ans, tu vois. Donc, c'est vraiment une petite partie. Je pense que ça serait plutôt l'inverse. On va dire c'est les deux, même si c'est plus coach que athlète. Et ce qui a, pour ma part, d'ailleurs, beaucoup aussi changé depuis que le coaching marche bien et que c'est encore plus ma passion au fur et à mesure, c'est que le côté athlète. Alors, je m'entraîne toujours au maximum pour que le physique bouge et j'ai quand même des objectifs, mais c'est actuellement, pour moi, pas grave si les objectifs que j'ai ne sont pas forcément atteints du côté athlète, mais sont atteints du côté coaching. Ça veut dire que si j'ai pas forcément ma carte pro à la prochaine saison que je vais faire, que j'ai pas forcément que des top 1, mais que voilà, je suis content de mon physique, ça m'ira très bien. Alors que je préfère me dire que quand j'amène des athlètes, il y a au moins la moitié des athlètes qui ont des cartes pro, si ce n'est même plus, si ce n'est même tous, qui font des bonnes places. Pour moi, c'est beaucoup plus important que mon truc perso. Euh, Ça répond pas à la question, mais du coup, prochaine échéance, normalement prévue, c'est 2026. Mais si finalement 2025, pour X ou Y raison, ne se passe pas forcément comme je le voulais, que les charges, je pourrais faire mieux et que mon physique n'est pas forcément où je le voulais, ce sera 2027. J'ai pas forcément je suis pas bloqué par ça. J'ai pas forcément à tout prix besoin de concourir pour, je sais pas, pour les réseaux, pour être sûr que ça ramène plus de personnes et tout. Donc, moi, personnellement, c'est normalement 2026, mais j'aurais aucun problème à pousser jusqu'à 2027, peut-être même 2028, ça me paraît beaucoup, si jamais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et sur ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est que euh, c'est pas grave si ta compète, elle arrive dans 2 à 3 ans, tant que tu arrives prêt, en fait. Faut vraiment, c'est la première chose à penser, c'est est-ce que j'ai assez de muscles? Est-ce que mon package, il est OK pour monter sur scène? Là, maintenant, je me rappelle l'année dernière, début de l'année dernière, en fait, on me demandait est-ce que j'allais faire des compétitions? Oui, je vais faire des compétitions. Et quand je leur disais, ouais, c'est en 2026, les gens me disaient, ouais, c'est super loin, c'est dans 2 ans. Ouais, mais là, si je monte en 2024 ou même en 2025, je me fais éclater. Et voilà, donc je monterai sur scène. Donc là, pour le moment, ce qu'on a prévu, c'est le 2026. Mais encore une fois, comme Flo, si je dois décaler ma date de montée sur scène à 2027 ou plus, enfin voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Dans tous les cas, moi, je veux juste arriver sur scène, être prêt et amener la meilleure version de moi-même et pas juste aller sur scène, me faire démolir et pas être content de mon physique parce que j'ai pas tout simplement assez poussé ma phase de masse, parce que j'ai pas assez construit de muscle. Et au final, en fait, une prep, c'est beaucoup d'investissement. C'est quasiment 1 an de perdu. Enfin, pas perdu, mais c'est 1 an d'investissement sur lesquels tu vas potentiellement, enfin, c'est sûr, tu construiras pas autant de muscles que si tu étais resté en phase de masse. Donc, il faut prendre ça en jeu. C'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup d'investissement, c'est aussi beaucoup d'argent dépensé. Donc, vouloir juste monter sur scène pour monter sur scène et simplement rusher le process, ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Et aussi, si tu n'es pas certain d'aimer ça, c'est la pire erreur pour être sûr que tu vas être dégoûté du body dans un premier temps. Donc, pour le moment, 2026, si je dois pousser parce que je me sens pas prêt et parce que tout simplement je sais que je peux faire mieux et que je peux amener mieux, je le ferai parce que le jour où je monte sur scène, je veux avant tout, bien sûr, je veux monter et avoir peut-être, voilà, faire une bonne place, mais avant tout, être fier de moi et du coup, amener et me dire, là, tu as amené le max que tu pouvais faire et tu es monté au bon moment et pas me dire, ah ouais, tu t'es peut-être un peu trop speedé. Si tu avais été plus patient, tu aurais fait beaucoup mieux et tout simplement garder un meilleur souvenir de cette étape-là. Et voilà, juste donc, fin mot de l'histoire, 2026 pour le moment.
2027-2028 s'il le faut, mais je pense que 2027 sera good. Et voilà, rushez pas n'essayez pas de monter sur scène pour monter sur scène parce que vous voulez faire du bon contenu sur les réseaux et parce que vous voyez tout le monde arriver avec des physiques découpés et que pour le moment, ben, vous êtes un peu fat parce que ben, justement, vous faites ce qu'il faut, vous faites ce que vous devez faire pour le moment, c'est-à-dire construire du muscle et donc passer par cette étape de surplus calorique. Malheureusement, c'est quelque chose qui va peut-être faire mal dans le podcast, mais ce qui est vrai, c'est que du coup, le fait de concourir trop vite, trop souvent, sans se laisser le temps, c'est ce qui participe aussi au fait que le niveau actuellement en France est très bas chez les compétiteurs et en compétition, parce que justement, tout simplement, tu ne te laisses pas forcément le temps de te former, de t'entraîner correctement, d'être suivi, etc. Et aussi le fait de vouloir aller trop vite, ça ne te laisse pas forcément le temps de mettre de l'argent de côté, prévoir aussi les compétitions, parce qu'en faire qu'une, c'est un peu dommage de faire autant de prep pour tout ça, et tu ne sais pas Ouais, où tu en es. Et tu apprécieras beaucoup plus le process. Ce sera aussi beaucoup, on va dire, moins dur. Et tu aimeras beaucoup plus le moment sur scène si tu sais que les juges te regardent, que tu fais partie des meilleurs et que tu peux concurrencer aussi ceux que tu estimes être les meilleurs. Ça, ce sera le meilleur moment et moyen d'aimer ta prep et ton physique parce que justement, tu as fait ça. C'est comme aussi les coachs qui veulent se lancer le plus vite possible dans une prep sur les réseaux. Je pense que ce n'est pas forcément le bon plan parce que des fois aussi beaucoup tombent de haut après et avec le blues de post-compétition, plus le fait qu'il n'y ait toujours pas plus de clients, ça peut aussi amener un peu de dégoût. C'est pour ça qu'il faut d'abord solidement avoir un business qui marche, faire tout ce qu'il faut, avoir tout solide, avoir des clients compétitifs ou avec des personnes avec qui tu aimes, et ensuite concourir pour potentiellement, effectivement, amener plus de monde qui a vu concourir et prendre de l'expérience là-dessus. Mais jamais rusher le truc et jamais le fait de tu veux concourir, vas-y le plus vite possible pour voir un peu si tu aimes ou pas. Non, tu auras beaucoup plus de chances d'aimer si justement tu prends le temps de faire du muscle, tu ouais. prends Et le tu temps le fais bien. d'arriver compétitif et tu arrives vraiment parce que tu sais que tu fais partie des meilleurs. Ce sera beaucoup mieux. Tu auras plus de chances d'aimer le truc, d'avoir ok, ouais, des belles photos, mais aussi et surtout de passer du bon moment. Même si effectivement, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir concourir rapidement et on ne pourra rien y faire. Et aussi tant mieux pour ça parce que ça fait vivre aussi la Fédé. Mais il ne faudra pas s'attendre à des trucs exceptionnels si ça fait que quelques temps que tu t'entraînes et qu'en plus, tu n'as pas forcément tout optimisé et que tu veux directement aller en compétition. Prendre le temps et se laisser le temps. Au final, c'est jamais long parce que si tu veux concourir rapidement, c'est qu'en soi, tu n'aimes pas le processus. Et au-delà de la prep, c'est d'abord apprécier le processus, de s'entraîner, d'être fort, d'avoir des calories et ensuite aimer la prep parce que tu as d'abord aimé le processus de t'entraîner fort, la récupération et tout ce qui est autour. Totalement Et d'accord. comme concourir chaque année, non, se laisser le temps pour refaire le physique. Et même en soi, c'est le temps aussi de se refaire aussi de l'argent parce que ça coûte quand même quelque chose. Et comme dit, c'est pour tout cette prep pour faire une seule compétition qui en plus c'est pas incroyable, te qualifie même pour rien, n'a même pas de possibilité de te reconnaître en tant qu'athlète. Selon moi, il n'y a pas forcément de grand intérêt. Ouais, c'est Ce n'est ça. que mon point de vue. Et on sait très bien que naturellement, en un an après une prep, tout simplement, ça va être compliqué de construire assez de muscles pour tout simplement être plus, plus compétitif que ce que tu l'as été l'année dernière. Donc, ouais, bien se laisser du temps, être sûr que tu as construit assez de muscles. C'est super important. Exactement, parce que c'est ça, c'est concourir parce que tu es sûr d'avoir fait assez de muscles et pas concourir parce que tu sais que celui qui a gagné l'année précédente devant toi n'est plus là parce que lui est passé pro et du coup c'est ton année. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ça parce que voilà, de toute façon, c'est jamais à tout prix concourir pour avoir une carte pro, c'est concourir pour avoir un physique de pro. Parce qu'une carte pro, c'est bien. C'est Selon ça. si tu tombes sur une bonne année et une bonne fédération, tu peux l'avoir. Mais après, il faut aussi être sûr que derrière, tu es le physique d'un pro. Et ça prendra le temps. Et si tu n'as déjà pas la mentalité de te dire je vais attendre pour construire mon physique, ce sera très compliqué de derrière arriver chez les pros et potentiellement te prendre une grosse claque. Parce que c'est la vérité. Parce que les physiques sont de plus en plus gros et il y a de plus en plus de gros physiques, tout simplement. Du coup, la dernière question qu'on avait, alors c'était posé à moi, mais ça concernera les deux parce que tu as changé de salle il n'y a pas longtemps. Du coup, la question, c'était ton changement d'environnement via ta salle et l'impact sur ta vie de bodybuilder, positif et négatif. Alors, si tu veux, tu voulais commencer parce qu'effectivement, toi, tu as changé de salle il n'y a pas si longtemps que ça, quasiment en fait en même Ouais, temps que moi, je suis arrivé au Portugal, mais toi, tu es toujours en France. ouais, c'est ça. Du coup, de base, j'étais à Toulouse dans une très bonne salle, on va dire, avec beaucoup de matos, du très très bon matos. Et d'un point de vue professionnel, j'ai dû bouger, j'ai dû aller à Valence. Et en ce moment, je m'entraîne dans un Honor. Donc, la plupart du temps, enfin, les personnes savent après le type de matos qu'il y a à Honor. C'est pas le meilleur, c'est
loin d'être le pire également. Mais potentiellement, si on regarde d'un point de vue objectif, c'était un peu, c'est clairement du matos moins qualitatif que ce que je pouvais avoir à Clark Powell à Toulouse. Et donc, forcément, un changement d'environnement, changement de salle. Euh, Au contraire, du coup, c'est un peu l'opposition avec ce que tu as fait toi et ton parcours. Toi, tu as un peu changé tes parties au Portugal simplement pour avoir un meilleur environnement, un meilleur matos. Donc, je dis pas forcément que là où je suis, c'est un moins bon environnement. Je dirais que c'est différent et potentiellement, oui, les machines sont moins bonnes. Ça, c'est sûr. Après, du coup, ça, c'est pour l'aspect négatif. Le matos est moins bon. L'environnement, encore une fois, l'environnement de la salle est peut-être un peu moins bon. Le Honor, on connaît une salle commerciale classique en France. Mais je dirais que l'environnement à la salle, il dépend beaucoup de toi, ce que tu veux faire et l'implication que tu mets dans ton entraînement. L'environnement, tu te le crées pour ceux qui voient mon contenu lorsque je m'entraîne ou des personnes qui me voient m'entraîner également. L'environnement, je me le crée, ma bulle, je me la crée et je m'entraîne comme si j'étais dans une très très bonne salle, ambiance de body, etc. Encore une fois, tout dépend de toi et vraiment à ce que tu veux progresser. Si tu veux progresser, tu te mets en condition, tu fais en sorte de te mettre mentalement dans ta séance et de te créer ta bulle. Et finalement, je m'entraîne dans une salle commerciale avec dans ma tête clairement l'envie de m'entraîner comme si j'étais à Ultraflex en Angleterre et vraiment simplement me créer ma bulle et dans ma tête, en fait, je suis clairement là où je voudrais être avec les machines que je voudrais. Et c'est ça la différence, c'est que ça me permet d'avoir les meilleurs entraînements possibles avec du matos qui n'est pas le meilleur, mais tout simplement, j'ai les entraînements les plus productifs. Ça n'impacte pas ma progression, tout simplement parce que je le veux et parce que dans ma tête, c'est autrement que la réalité. Et je conseillerais ça à tout le monde. Toutes les personnes qui doivent s'entraîner dans des fitness parks ou des basic fit, des machines forcément qui sont pas les meilleures possibles. Si vous avez l'envie, si vous en décidez autrement, si vous mettez l'intensité, l'implication, que vous avez une bonne technique et que finalement vous avez la volonté de changer la donne, ben, vous le ferez. Et bien sûr, il y aura une petite différence entre si tu t'entraînes sur du Prime ou sur du Matrix. Mais encore une fois, tu auras largement de quoi faire si tu fais les choses correctement. C'est pas forcément à tout prix le matos qui fera la différence, c'est surtout à quel point tu t'entraînes dessus. Alors, bien sûr, il y a des machines qui seront moins bonnes que d'autres. Et à certains, il faudra mettre plus de setup. Mais je pense que tu peux te créer ton environnement malgré tout. Et si jamais tu n'arrives pas à te le créer, faire au maximum pour changer de salle, ça peut être bien Ouais. aussi. Effectivement, moi, j'ai changé de salle depuis maintenant début novembre avec le Blackout Gym à Lisbonne, enfin juste en dessous de Lisbonne au Portugal. Et effectivement, ici, le matos, c'est vraiment bien. C'est l'aspect positif. Il y a du très bon matos qui est souvent changé. Alors, des fois, c'est un point négatif, ça aussi. Mais voilà, je crois que depuis que je suis arrivé, il y a déjà, sans mentir, j'ai déjà vu passer, je crois que c'est un hack squat, 4 presses en plus. Une ou deux shoulder press en plus, je crois. Enfin bref, c'est une dizaine, une quinzaine de machines qui ont été ajoutées, je crois, depuis que je suis arrivé, donc en très très peu de temps, et qui n'ont pas été et d'autres n'ont pas été changées. Donc c'est vraiment en plus dans la salle avec ce qu'il y avait déjà. Donc effectivement, ils essaient vraiment d'avoir le meilleur à chaque fois de chaque matos en soi, que ce soit T-bar, que ce soit chest supported. Donc ça, c'est super cool. Et effectivement, l'environnement est bien, mais en soi, dans la salle, c'était pas forcément mieux que ce que j'avais dans l'autre salle avant. Peut-être aussi parce que j'avais mes habitudes. L'autre salle où j'étais avant sur Strasbourg, ça faisait plus de 3 ans que j'y étais. Et j'avais peut-être aussi mes habitudes. Il y avait moins de monde. Il y avait une ambiance qui était un peu plus. Juste les gens y allaient, quoi. Même s'ils ne s'entraînaient pas fou, ils y allaient. Ici, c'est vrai que c'est un peu plus la fête, on va dire, entre guillemets. C'est un pays un peu plus chaud, donc les gens ont plus tendance à chanter, à rigoler, ou ce genre de trucs-là. Effectivement, c'est une salle de body, mais c'est pas il n'y a pas non plus que des bodybuilders, comme tu pourrais trouver, comme on m'a dit, à Ultraflex. Ultraflex, de toute façon, est Ultraflex, tu ne pourras jamais trouver mieux, ou pareil. Donc, il y a du très bon matos. Il faut aussi se mettre dans sa bulle pour être sûr. Parce qu'il y a des moments où, effectivement, la musique peut être très forte. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais les gens peuvent être un peu dans leur truc et pas se rendre compte que potentiellement, ils te dérangent. Alors, pour l'instant, ça va. J'ai des calories. On verra quand je serai en prep. Mais ouais, l'aspect positif, effectivement, c'est les machines en plus, le cadre, etc., qui est bien. Il fait plus facilement beau.
Il fait pas spécialement froid. L'aspect négatif, c'est peut-être juste que j'ai pas encore 100% mes habitudes, même si je trouve que ça va de mieux en mieux et que peut-être les gens ils sont un peu trop dans leur monde à certains moments. Ok. Mais c'est vraiment se plaindre pour presque rien, parce qu'en soi, le positif est bien plus haut que le négatif. L'aspect est vraiment complètement différent. La vie n'est pas forcément moins chère, elle est juste un peu plus qualitative dans le sens où il y a moins de monde sur la route, mais il roule un peu moins bien. Donc, tu vois, tu as du positif et du négatif. Il fait un peu plus chaud, mais il fait vite aussi ultra chaud et c'est pas forcément facile des fois à gérer. Pour l'instant, c'est pas encore, mais ça va venir. Donc, c'est presque se plaindre pour rien parce qu'au final, c'est quand même du très positif. Selon surtout le matos. Et surtout, c'est du matos vraiment où j'avais envie d'y aller. On a beaucoup de Prime, beaucoup de Nautilus et des très bonnes marques comme ça. Juste que des fois, l'environnement pourrait être encore mieux, mais c'est très difficile d'avoir le même environnement que les salles ultra bodybuilding parce que tout simplement, ça reste malgré tout. Alors, commercial, non, pas du tout. C'est indépendant, mais il y a des gens qui viennent dans cette salle-là comme s'ils allaient par exemple à Fitness Park, tu vois. Mais ils sont Ouais. pas là pour, c'est pas forcément la merde ou quoi. Ils respectent quand même, mais juste que ça peut faire un peu d'affluence des fois qui est un peu chiant. Même si je vais aux heures, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Voilà, il peut y avoir un peu de monde, mais c'est minime comparé à ce que ça a apporté en plus. Et je l'ai vu sur le physique et sur les perfs. Je m'attendais pas à cette question, à cette réponse, mais super intéressant. Ouais. Alors comme dit, hein, peut-être que effectivement, c'est l'impression qu'un peu je me suis plaint, mais parce que je veux vraiment la routine la Non, plus non, efficace et optimale possible. Mais en soi, sinon par contre pour tout le reste, le sommeil c'est bien, le fait qu'il fasse aussi un peu plus beau, ça c'est mieux sur pas mal de choses, la récupération, la peau, enfin plein de choses. Mais mais c'est pas le la salle est peut-être un peu moins calme que ce que j'avais avant en France, mais vu qu'elle était trop calme en France, c'était pas non plus propice à la progression de fou. Là, il y ouais. a quand même des gens qui se la donnent. Il y a aussi une salle aussi qui est très connue dans le monde entier presque, ou du moins en Europe. Donc il y a aussi beaucoup d'Espagnols, d'Italiens qui viennent, qui s'entraînent très fort, des vrais bodybuilders. Donc dès qu'ils sont là, il y a un peu plus d'ambiance, on va dire, et ça te pousse à t'entraîner un peu plus fort. Mais ça reste de temps en temps. Mais voilà. Ouais, mais un peu trop de monde, un peu trop de monde qui sont pas dans la même ambiance que toi, en gros, Euh, ouais, en après, termes c'est vraiment parce que je d'affluence. cherche presque Ouais, tu l'élite de matches. l'élite, hein. Ouais, Mais en ouais, soi, ouais, oui. sinon, ça reste quand même. Ils prennent pas forcément beaucoup de temps sur les machines, ça va. Il y a personne qui vient de parler pendant ton exercice. C'est juste vraiment pour voilà, amener un peu du négatif, mais le positif est quand même bien plus haut que le négatif. Il y a des personnes qui peuvent venir déménager, par exemple, et avoir accès à cette salle-là. Ça reste vraiment, vraiment du très bon matos. C'est une salle vraiment de qualité malgré tout, à Ouais, 100%. C'est pas la salle le problème, c'est plutôt juste les personnes qui sont pas dedans. Mais on sait très bien que de toute façon, n'importe quelle salle où tu vas, il y aura forcément toujours du gens. Quand tu es très dans le bodybuilding, c'est difficile de trouver des gens qui sont autant, donc qui ont la même mentalité, qui vont ouais. pour s'entraîner de la même façon. Même si les coachs poussent pas mal aussi, pas mal de personnes, la mentalité reste quand même pas bodybuilding à 100%. Ok. C'est plus, on va dire, un peu Instagram et des photos et trucs comme ça. Mais ça reste très bien quand même. Ok, ok. Et ouais, pour rebondir un truc, et quelque chose que tu avais dit qui était super intéressant par rapport au changement de salle, si clairement ton environnement ne te permet pas de progresser, encore une fois, il y a un gros aspect mental, comme je l'ai dit, mais si vraiment tu veux avoir une salle qui te plaît, hésite pas à déménager. Tu en avais parlé dans un réel, ou je sais plus, je crois que c'était un réel, ou un podcast, ou je sais Possible, plus. ouais. Mais clairement, en France, on a souvent tendance, même des personnes qui vivent du bodybuilding et leur passion, c'est le bodybuilding, on a tendance à placer tout ça au second plan, alors qu'au final, si tu n'as pas vraiment d'attache à un endroit particulier et que la salle que tu as l'habitude ou que tu peux te permettre d'aller ne te plaît pas, l'environnement ne te plaît pas, ben, n'hésite pas à déménager. Si clairement le bodybuilding, c'est ta passion, euh, bien sûr, le taf, c'est important. Si tu vis pas de ta passion, tu n'es pas un coach et que tu dois vivre d'un job annexe. Mais des fois, déménager, c'est pour le mieux. Si finalement, tu as une salle qui te correspond, qui te permet réellement de progresser, et au final, on passe tellement de temps à la salle que c'est limite un des aspects clés pour tout simplement bien se sentir dans une ville donnée, à un endroit donné, même si la météo et on va dire oui, la météo et la proximité avec ta famille et le job est quelque chose de super important. Pour moi également, avoir une bonne salle et avoir un bon environnement pour progresser, c'est également quelque chose de super important. Donc, si jamais tu as la possibilité de déménager, bah, n'hésite pas à déménager.
ou en tout cas te rapprocher le plus proche possible d'une salle qui va te permettre de progresser. Je pense que c'est la meilleure chose que tu aies à faire si tu en as la capacité, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut pas attendre forcément d'avoir un job où tu travailles depuis la maison pour le faire. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas forcément d'attache à 100% avec la famille ou ne vivent avec personne. Si tu as Mm. un job, juste simplement, tu as déjà un job. Le job peut-être te plaît, mais la salle ne te plaît pas forcément et tu pourrais trouver un autre job. Tu peux très bien aussi commencer tes recherches avec un job que tu as actuellement. Tu n'as pas besoin de forcément plus avoir de job pour commencer des recherches. Tu as le temps, voilà, tu fais tes recherches. Et à un moment, tu as un entretien ou quoi, et tu prends une journée ou deux à ton job actuel, tu vas faire l'entretien et potentiellement, il est plus proche d'une salle que tu aimes plus. Donc, ça peut être aussi beaucoup plus intéressant. Donc, je pense que ça, il faut aussi garder en tête. Et voilà, il y a toujours moyen de déménager si vraiment c'est ta passion. Faut juste te donner les moyens. J'ai changé pas mal de régions et au final, à chaque fois, j'ai toujours pris du positif. Et si finalement tu te rends compte que tu es trompé et que c'était pas si bien que ça, c'est jamais figé, tu n'es jamais bloqué. Tu pourras Ouais. toujours revenir, tu pourras toujours bouger, même si tu changes de pays, même si tu changes de continent, tu pourras quand même toujours. Voilà, c'est jamais figé, tu vois. Il n'y a jamais personne qui pourra t'empêcher de. Sauf si tu as paumé ton passeport, mais ça, c'est encore un autre discours et ça se retrouvera toujours forcément. Mais tu auras toujours moyen de bouger si jamais tu n'es jamais bloqué à un endroit, tu pourras toujours bouger, quoi. Voilà, on est sur un peu plus d'une heure de podcast. Là, je vois sur la caméra un truc comme 1h10. Je pense que c'est pas mal tout. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. On refera sans doute ce format-là. Je pense que c'est cool, même à deux et tout. Ça permet aussi de revoir un peu, quitte à avoir des invités et pouvoir reprendre aussi l'actu du bodybuilding en général avec quand ça viendra et quand ça sortira les compétitions. Donc ça peut toujours être cool là-dessus. On verra si jamais. Quelque chose à ajouter peut-être ou... Non, je pense qu'on a très bien répondu aux questions. Comme tu as dit, le fait qu'on est deux, bah, ça nous permet de souvent un peu avoir différents points de vue et compléter les propos d'une autre personne et pas avoir qu'un son de cloche sur un débat. Je trouve ça super intéressant. Et comme tu as dit, bah, sûrement les podcasts à deux ou peut-être même à plusieurs, ça reviendra. On verra quand est-ce qu'on en a l'opportunité et quand est-ce qu'on trouve ça pertinent. Mais clairement, ça sera à refaire, quoi. Totalement. Ok. Bah voilà pour ça. Merci à tous, bien sûr, pour l'écoute, que ce soit sur YouTube ou Spotify. C'est les deux seules plateformes qu'il y a. Si jamais c'est YouTube, bien sûr, ce qui aide beaucoup, c'est si jamais le commentaire pour dire un peu ce que tu en as pensé. Et bien sûr aussi le petit pouce. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Il y a toujours des podcasts ou des vidéos YouTube qui sortent. C'est vrai qu'il n'y a plus forcément de vidéos YouTube, mais ça peut revenir à tout moment. Donc, si jamais tu veux être au courant, abonne-toi. C'est toujours bien. Et au pire, il y a toujours j'allais dire des réels, mais ça, c'est sur Instagram, des shorts aussi de temps en temps, ou même pas mal, puisque je publie pas mal sur Insta. Donc, généralement, je les mets aussi sur YouTube. Si jamais tu n'es pas sur Insta, tu as tout en description, que ce soit l'Instagram de la team, l'Instagram de Flo, mon Instagram, et tous les liens sont en description en général. Si tu es sur Spotify, c'est les 5 étoiles. Tu peux laisser aussi un commentaire. C'est toujours cool de me dire ce que tu en as pensé. Merci encore à tous pour l'écoute. Merci d'avoir été là, Flo. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin en attendant. Et voilà, pour moi, c'est tout. Bah, merci à vous pour l'écoute. Et bah, tout simplement, vous savez, nos comptes Instagram sont dans la description. Laissez un commentaire pour Flo, pour le podcast, pour le référencement, ça fait toujours plaisir et ça permet de simplement nous encourager à continuer dans la création de contenu et comprendre ce que vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas également à poser en commentaire des questions pour les prochains podcasts. Et bon, j'espère qu'on se revoit très bientôt. Voilà, le décor a changé, mais le podcast est le même. Ciao tout le monde. Au revoir.